Bonsoir, bienvenue dans Studio Lacan pour une nouvelle émission avec aujourd'hui 2 rubriques. Tout d'abord, un divan dans le monde où nous aborderons avec notre invité Renaud Évrard le mouvement international des entendeurs de voix. Puis, pour la rubrique L'écho de la culture, nous recevrons Claudine Valette-Damas qui nous parlera d'un livre de Valérie Tong-Kyung intitulé Un tesson d'éternité. Mais sans plus attendre, passons à notre première rubrique que nous avons intitulée « Les entendeurs de voix ». Bonsoir. Nous allons donc nous pencher ce soir sur le mouvement des entendeurs de voix, né en 1987 aux Pays-Bas, quand un psychiatre, Marius Romme, invente avec sa patiente Patsy Hage, dont les voix résistent au traitement classique, une nouvelle manière d'aborder ce phénomène. Il s'agit de le considérer non comme le symptôme d'une pathologie, mais comme une réalité pour le sujet, avec laquelle il peut vivre et qui délivre un sens. Il témoigne de son expérience et peut la partager avec d'autres entendeurs de voix. Pour nous l'expliquer et débattre avec nous de la logique de ce mouvement et de ce qu'il apporte de nouveau dans l'appréhension des voix, nous avons invité Renaud Évrard, que je remercie vivement pour sa présence. Merci à vous pour l'invitation. Renaud Évrard, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien, maître de conférences à l'Université de Lorraine et cofondateur du CIRCE, le Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, un réseau de chercheurs et de cliniciens qui s'intéressent aux expériences vécues comme paranormales. Vous avez d'ailleurs écrit « Folie et paranormal vers une clinique des expériences exceptionnelles », paru aux presses universitaires de Rennes et préfacé par notre collègue Jean-Claude Malval. Vous faites une place importante à l'entente de voix dans cet ouvrage, mais aussi dans de nombreux ouvrages et articles ultérieurs, publiés pour la plupart dans les annales médico-psychologiques, enfin pour beaucoup. Est-ce que vous pourriez tout d'abord, pour introduire ce phénomène, nous en dire plus sur l'origine de ce mouvement, les formes qu'il prend, les buts qu'il se donne ? Vous avez commencé à parler effectivement d'une rencontre entre un psychiatre néerlandais et sa patiente. C'est un peu un mouvement mythique, une genèse mythique comme ça qu'on raconte souvent, d'un psychiatre qui finalement accepte de laisser une place à un autre savoir, un savoir-faire avec un symptôme, avec une maladie, et à écraser son savoir habituel qui était de toute façon en échec, et surtout qui a cette intelligence de se dire si j'ai pu aider une personne comme ça, si une personne a pu s'aider elle-même, est-ce qu'elle peut entraider, est-ce qu'elle peut aller rencontrer d'autres de mes patients qui souffrent des mêmes difficultés. Et de fil en aiguille, effectivement, il a fait un appel, en passant par les médias, une télé populaire, pour que d'autres personnes qui entendent des voix et qui savent en jouer, et savent l'intégrer dans leur vie, puissent se présenter et partager eux également ce qu'on va appeler leur savoir expérientiel. Au niveau des buts du mouvement. Alors, ce point de départ, c'est effectivement très local, comme ça on va aider quelques personnes, puis finalement on se rend compte qu'il y a un aspect scientifique déjà nouveau. On ne connaissait pas ces entendeurs qui vivent parmi nous, mais qui n'ont pas forcément besoin des services traditionnels de santé, voilà. Et donc il y a un aspect scientifique, mais qui sont-ils ? Pourquoi qu'est-ce qu'ils font par rapport à la schizophrénie ? Est-ce qu'ils se dégagent de ça ? Est-ce qu'ils ont des choses à nous apporter à tous les cliniciens, à tous les soignants, des outils dont on n'aurait pas eu vent ? Et puis, au-delà de cet aspect scientifique, il y a un aspect culturel qui se joue. On rebaptise, on va réemployer des nouveaux termes pour parler de l'entente de voix qu'on appelait hallucination acoustico-verbale. Et puis, on va conceptualiser finalement cette enveloppe du symptôme, cette enveloppe culturelle. On va se remodéliser autour de notions de... Par exemple,
c'est une différence. Ce n'est pas en soi une maladie, un symptôme. Le regard psychiatrique a peut-être sa place, mais n'est pas forcément omnipotent. Il faut laisser jouer un petit peu avec ce symptôme, avec les mots qui vont avec, et notamment avec la trajectoire aussi des entendeurs de voix, qui va parfois être une trajectoire où ils ont été traumatisés, différents types d'abus physiques, sexuels ou psychologiques, qui vont conduire au développement de voix par la suite. Et donc le mouvement va s'internationaliser avec des propositions d'offres thérapeutiques et aussi surtout un discours, un nouveau regard qui voudrait dire que sur l'entente de voix, on ne peut rien dire ou rien faire sans inclure eux-mêmes les entendeurs. Oui, parce qu'on pourrait dire que ce mouvement sur l'entente de voix se révèle avoir de nombreuses convergences avec d'autres mouvements contemporains qui militent activement contre toute forme de stigmatisation, tout en faisant la promotion d'identités très fortes, ouvertement revendiquées. Ainsi, donc, les entendeurs de voix fondent, on pourrait dire, leur discours sur la dépathologisation, voilà, c'est le terme que je voudrais introduire, la dépathologisation des phénomènes auxquels ils ont affaire. Et vous le rappeliez à l'instant, les phénomènes, donc, il ne faut plus appeler comme étant des hallucinations verbales, du fait de la connotation psychiatrique de ce terme. Alors, pourriez-vous revenir sur ce qu'on pourrait appeler une dynamique de civilisation et sur la manière dont elle s'incarne pour les entendeurs de voix? Et je pense aussi, vous en parliez un petit peu à l'instant, aux termes communs à d'autres mouvements qu'ils utilisent, tels ceux de recovery, qu'on peut traduire par rétablissement, ou alors de coping, de stratégie d'ajustement. Alors pourriez-vous donc nous en parler et qu'en pensez-vous ? Il y a effectivement, ça va dans un mouvement contemporain. On pourrait dire qu'il y a des formes d'appropriation de la thérapie avec les alcooliques anonymes dès les années 1930. Et là, d'ailleurs, certains des participants aux études qu'on a conduites ont dit que on était dans des groupes d'alcooliques anonymes pour halluciner. Voilà, on arrive à quelque chose où finalement ceux qui vont prodiguer peut-être les meilleurs remèdes, c'est pas forcément ceux qui sont détenteurs d'un savoir légitime, médical ou autre, mais déjà les gens qui ont traversé cette expérience. Ils ont quelque chose à en dire et ils ont du mal à être entendus, à être considérés là-dessus. Donc cette bataille, elle se joue dans le vocabulaire, on l'entend d'emblée. Effectivement, pour aller vers une dépathologisation, on va aussi vers une débaptisation des mots très classiques qui vont être employés. Le terme même d'hallucination, quand on y réfléchit, c'est une catégorisation où une personne détentrice d'un savoir sur la réalité consensuelle va dire qu'une autre a vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, qu'elle ne devait pas voir. Alors que sur le plan de la phénoménologie, du vécu, c'est tout aussi réel d'entendre ces voix que d'entendre les voix au quotidien. Et parfois, même quand ça surgit dans l'enfance, l'enfant ou l'adolescent ne se rend pas compte immédiatement qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas normal d'entendre. Mmh. Et on peut dire aussi, enfin vous le soulignez à l'instant, qu'il y a aussi un certain nombre de termes qui peuvent être utilisés, termes qu'on peut retrouver aussi lorsqu'on aborde par exemple l'autisme, certains qui abordent l'autisme plutôt de haut niveau, où on utilise ou sont utilisés des termes tels que compétence, atout, potentiel caché, capacité. Il y a tout un travail d'Alain Ehrenberg qui a été effectué à ce propos. Je ne sais pas si vous voulez aussi rebondir là-dessus. Ce mouvement, il est plutôt effectivement néerlandais puis anglais. Il arrive en France tardivement, donc on a des traductions. Effectivement, il y a cette notion de coping. Voilà, c'est une sorte d'anglicisme aussi pour les stratégies d'ajustement, mais aussi le côté victime finalement. L'entente de voix serait moins un problème directement du sujet qu'une réaction, une réponse à un problème qu'il a connu auparavant, un trauma par exemple. Et puis ce problème a pu être accentué par la réaction de l'environnement, des proches, et du modèle psychiatrique qui s'applique systématiquement déjà en autodiagnostic, quand on entend des voix, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est absolument pas possible, c'est pas dans la norme. Et donc on va aller vers sortir de cette psychiatrie, sortir de ce premier regard-là qui a pu être assez stigmatisant, et on va parler par exemple de devenir des vainqueurs, des survivants de la psychiatrie. Donc c'est vrai que ça peut générer une sorte d'hostilité, d'anti-psychopathologie, mais le mouvement sur l'entente de voix essaye de dépasser ce simple conflit qui se résumerait à celui de l'antipsychiatrie, et de dire que l'entente de voix, c'est quelque chose d'une différence d'un droit de l'homme presque, c'est une expérience humaine comme une autre, comme le fait d'être gaucher par exemple, ou homosexuel, et que ça va bien au-delà du circuit, du niveau de la santé mentale. Donc appartenir au mouvement des entendeurs de voix, c'est aussi entrer dans un certain processus.
à partir d'un témoignage ou d'échanges avec des pairs. Il s'agit de vivre avec ces voix sans les considérer comme pathologiques, ni viser à les supprimer, d'ailleurs, ce qui est aussi très nouveau, à les amadouer, en quelque sorte, en s'attachant à découvrir un certain message qu'elles délivrent au sujet. Et néanmoins, ce qu'on se disait en préparant l'émission, cette perspective part du principe quand même que les voix sont bienveillantes ou qu'elles le sont potentiellement à terme. Et cliniquement, ça arrive, en effet, dès l'enfance d'ailleurs, des voix qui guident, qui conseillent, qui protègent. Lacan utilisait d'ailleurs l'image de petits écriteaux au bord de la route à propos de ça. Et pourtant, le plus courant quand même cliniquement, ce sont au moins au départ, des voix hostiles qui peuvent insulter le sujet, insinuer sa mauvaiseté intrinsèque. Et c'est aussi souvent accompagné de phénomènes autres que les voix en elles-mêmes, par exemple des vécus corporels étranges, voire douloureux. Et donc, il y a un écart quand même entre ce que le mouvement sur l'entente de voix propose et ce qui est aussi phénoménologiquement un constat. Alors un constat qui peut être biaisé, c'est aussi ça sur lequel ils viennent nous interpeller, c'est que quand on travaille en hôpital, comme ça a été mon cas, en hôpital psychiatrique, adulte, on va recevoir un certain spectre, une certaine extrémité du spectre éventuellement des phénomènes hallucinatoires et délirants, qu'on va souvent rabattre finalement en les associant à la psychose ou à la schizophrénie, mais les études scientifiques vont justement confirmer ce que disait Marius Romeu à son époque, c'est qu'il existe une population qu'on ne connaît pas, qui entend des voix dans plein de circonstances. Ça peut être effectivement en lien avec un deuil, en lien avec un isolement, des conditions de vie. Il y a en fait plein de conditions pathologiques autres que la psychose qui peuvent mener à ça, mais aussi on peut tout à fait l'entendre en étant tout à fait sain. Donc cette présence dans la population générale d'expériences dites hallucinatoires ou délirantes, mais en tout cas on va aussi pouvoir parler d'exceptionnelles pour simplement dire voilà, elle semble hors norme pour le sujet de son point de vue. On les connaît mal. De même qu'on a très mal étudié les voix bienveillantes, les voix positives, en se focalisant sur les voix qui font surtout souffrir le sujet. Mais alors du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait, enfin, de ce que j'entends un petit peu, les voix hostiles du côté de la psychose et de la prise en charge psychiatrique, et les voix bienveillantes du côté d'une certaine normalité hallucinatoire, si je peux dire. Non, absolument pas. Mais néanmoins, il y a des temps dans la vie. C'est ça. C'est même pas ça. C'est-à-dire que si on demande, et c'est ce qui a été fait à des psychotiques hospitalisés qu'on a l'habitude de suivre pour leur délire et qu'on essaye d'atténuer au niveau de leur voix, etc., s'ils ont également des voix avec lesquelles ils s'entendent bien, avec lesquelles ils interagissent positivement, on se rend compte que c'est le cas, mais qu'ils nous en parlent pas forcément, parce que, enfin, voilà, ils veulent pas forcément qu'on leur fasse partir, ces voix-là. Quelquefois, ils parlent pas non plus des hostiles pour pouvoir sortir. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça fait pas partie forcément de l'échange, puisqu'il y a des sortes de préjugés qui portent sur ces phénomènes, ces productions, qu'on ne doit pas, nous, cliniciens, alimenter, nourrir, et donc on doit éviter, en fait, de mettre au milieu, comme un matériel, discuté onirique comme un autre, par exemple. Du coup, ce biais de sélection nous empêche de voir que ça vient apporter du sens, peut-être des formes de suppléance qui peuvent être plus ou moins co-construites avec l'environnement, avec des interprétations théoriques qui peuvent venir de différents champs. Le champ psychodynamique, avec les interprétations de l'inconscient, même l'inconscient jungien, ça peut nourrir comme ça des interprétations qui leur permettent de comprendre qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui essaye de leur délivrer un message, et puis il y a des interprétations plus religieuses, plus spirituelles, et finalement, quand on arrive à l'interprétation médicale, se pose un autre problème pour eux, c'est que cette interprétation ne fait pas forcément sens, elle n'est pas personnalisée, elle peut être même du coup très angoissante, et là, le clinicien doit plutôt être à l'appui les capacités d'élaboration du sujet dans sa propre tentative de guérison. C'est-à-dire qu'en effet, dans la psychiatrie hyper contemporaine, et notamment neuroscientifique, telle qu'elle est orientée par les neurosciences, il y a un côté tellement hors sens qu'on laisse le sujet complètement seul avec ce phénomène-là en psychiatrie. Je parle là, non pas de l'entente de voix au sens du mouvement, mais plutôt en psychiatrie. C'est justement là-dessus qu'appuie le mouvement de s'entendre de voix. Un de leurs projets phares, ce sont les groupes d'entendeurs de voix. Il y en a actuellement 55 en France, ça s'est développé en l'espace d'une décennie. Donc on commence seulement à étudier l'efficacité, mais ce qui se joue, c'est qu'au minimum, on arrive, on dit « j'entends une voix, ben oui, bienvenue, moi aussi, ça fait des années, moi j'en ai 50, toi, elles sont comment tes voix ?» Et puis, d'un coup, c'est normal d'en parler. Et d'un coup, c'est aussi possible de dire je pense que je suis médium, je pense que ça vient de ma famille, ou je pense que c'est lié à un trauma que j'ai vécu, et il y a des émotions qui peuvent s'en dégager. Et rien que cet espace-là qui va s'ouvrir souvent, même de façon limitrophe, à l'unité médicale, etc., eh bien, c'est quelque chose qui
à la fois pour les entendeurs et pour les soignants qui peuvent y participer, quelque chose qui revigore en fait l'intérêt de vivre ensemble, quoi. Bon, on reprendra, merci Renaud Évrard, ce point, notamment un peu plus tard dans la discussion. Pour l'instant, nous allons avoir notre rubrique Écho dans la culture. Bonjour Claudine, tu vas donc nous parler du dernier livre de Valérie Tong-Kyung intitulé Un tesson d'éternité. Alors, première question, pourquoi avoir choisi ce roman ? Alors, j'ai choisi ce roman, ou plutôt je dirais qu'il m'a choisi. Alors, je ne connaissais pas cette romancière et je ne savais pas que c'était donc son 12e roman. Ni le contenu du livre, ni la sortie de ce livre. Alors, comment la rencontre s'est-elle faite ? Au hasard, dirais-je. Mais le hasard, je ne peux résister à citer cette phrase de Lacan qui n'est pas sans écho avec ce roman. Ce sont les hasards qui nous poussent à droite et à gauche et dont nous faisons notre destin, car c'est nous qui le tressons comme tel. C'était les vacances. J'étais chez une amie, je cherchais à lire un roman. Parmi plusieurs, elle m'a proposé son titre. Elle m'a proposé plusieurs romans et son titre, Un tesson d'éternité, m'a percuté par les 2 mots associés. Et immédiatement, ça a évoqué la faille au cœur de l'humain. Peux-tu nous dire ce que tu as aimé précisément et quelle est l'histoire de ce roman ? Alors, l'histoire, je ne suis pas sûre de vouloir la dire, mais quelques bribes. J'ai aimé la densité et la subtilité de l'écriture de Valérie Tong-Kyung, qui permettent l'introspection d'une singularité à partir du personnage d'Anna Gauthier, qui est le personnage principal, singularité chère aux psychanalystes. Cette recherche est constante dans ses romans, et elle qualifie ses personnages de toujours un peu fêlés. Ça m'a intéressée, mais dans Un tesson d'éternité, le peu devient trop. Anna Gauthier est une belle et élégante femme d'une 40aine d'années qui mène une vie réussie de privilégiée entre son métier de pharmacienne qu'elle exerce dans un bourg très chic de la côte et sa famille restreinte à son mari, fils de bonne famille, et à leur fils, tout juste majeur, qui prépare son bac et dont l'avenir est tout tracé. Elle l'adore. Elle est toute mère, Anna. De par son métier et par son mariage, elle jouit d'une notoriété certaine, habite la villa de rêve de sa belle famille, villa comme la Méditerranée peut en offrir sur les hauteurs gorgées de soleil et de chaleur de la Corniche, où elle reçoit régulièrement un couple d'amis, parents de l'inséparable copain de son fils, et elle nage inlassablement dans sa piscine, dominant la mer parmi les oliviers, les lauriers roses et les lavandes bleues. Mais dès la première page, cette vie lisse et polissée se ride par une petite scène annonciatrice de la rupture qui aura lieu par la mise en jeu de ce tesson d'éternité. Le lecteur, sans savoir ce qu'il attend, comme dans les films d'atmosphère, ressent une pointe d'angoisse, signal d'un réel. Intelligente et courageuse, Anna Gauthier a obtenu, à la force du poignet, dans une détermination sans faille, cette vie bourgeoise, rangée et réglée, qu'elle gère d'une main de fer, mais un sentiment d'imposture transpire en filigrane. Cette vie sans entrave, serait-elle en sursis? Cacherait-elle une fragilité, une complexité? Elle a tracé sa route en tournant le dos à une enfance malheureuse, pauvre, étriquée, isolée, maltraitée, pas protégée et sans amour.
Alors là, tu maintiens le suspense, mais est-ce que tu pourrais nous dire précisément ce qui s'est passé ? Alors, dans sa prison dorée, un événement improbable se produit. L'arrestation de son fils, au petit matin, par les gendarmes et son incarcération à la prison voisine qui vont provoquer un basculement radical de son existence. L'amour inconditionnel qu'elle voue à son fils rend Anna Gauthier aveugle à la répétition du lien toxique qui l'unissait à sa propre mère. Au fil des pages, cette maîtrise de soi sur laquelle elle a construit son existence s'effrite jusqu'à se briser, la conduisant irrémédiablement dans l'impasse jusqu'à l'implosion. Son passé enfoui ressurgit et va peu à peu, alors que le tribunal libère son fils de la prison, la submerger au point de la propulser à nouveau sur son lieu d'enfance, lieu du crime, et la pousser au passage à l'acte. Mais ce n'est pas tant l'histoire d'Anna Gauthier qui tient la lectrice en éveil, mais l'écriture de Valérie Tongoung qui va chercher par petits brins à débusquer les imbroglios de l'irréparable fêlure de son destin. Dans son style forgé de l'enfance, elle entretient dans son style un rapport viscéral à l'écriture qu'elle a depuis l'âge de 7-8 ans. Cela n'est pas sans raconter son histoire, celui qui s'y prête découvre sa langue vivante, avec sa seule volonté. Gommant tous les risques dans la fulgurance, Anna Gauthier a été rattrapée par la jeune Anna Lacour. De l'impasse, aucune issue autre que fatale n'a pu se dégager. Aussi, l'obscurité se referme-t-elle sur elle. Bien, merci beaucoup Claudine. Tu nous donnes vraiment envie de lire ce livre, de le découvrir. Alors nous allons reprendre notre débat avec Renaud Évrard. Reprendre des points qui ont été abordés et puis rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Alors, concernant les voix, il est intéressant et important même, je pourrais dire, d'en distinguer la cause et le sens. Alors, dans notre clinique lacanienne, il est même plutôt recommandé d'ailleurs de ne pas trop nourrir le sens. C'est le cas pour les voix, mais aussi on pourrait dire pour les pensées, pour les personnes qui ont des pensées un peu trop importantes, puisque le sens, on peut dire que ça relève plutôt du registre de la métonymie, de l'illimité, et que ça peut envahir le sujet. Alors, qu'en est-il donc de cette distinction entre cause et sens dans le mouvement des entendeurs de voix ? Je dirais qu'il y a aussi une autre distinction, ça va être le plan de la recherche scientifique où on discute entre bonnes gens finalement de ces causes qui nous intéressent avec des outils de plus en plus perfectionnés. Et puis ceux qui vivent cette expérience et qui en ont finalement presque que faire de l'état scientifique des avancées des recherches, mais pour lequel le sens est tout. Et là-dessus, peut-on accueillir une pluralité des référentiels, des interprétations ? C'est ce que Marius Romeu, avec ses collègues, a essayé de faire. Alors, ça demande de bouger beaucoup parce que, bien sûr, il a une formation classique de psychiatre, et puis il doit jongler, du coup, avec cette casquette. Et c'est ce qui va se reproduire dans chacun de ces groupes d'entendeurs de voix, où on est là, plus tout à fait ni psychologue, ni infirmier, ni quoi que ce soit, et on est obligé d'entendre des gens qui disent qu'ils sont en rapport avec des fantômes, qui sont peut-être... voilà, en fait, le point de départ pour Marius Romeu, c'est d'ailleurs Patsy Hague, comme ça a été rapporté, qui, elle, avait lu un livre de Julian Jentz, qui était un auteur fasciné par les travaux de Sperry sur la division des hémisphères cérébraux avec la commurisectomie. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on voyait qu'il y avait comme deux esprits à l'œuvre au travail, et chez Julian Jentz, c'était devenu une théorie qui puisait dans l'Antiquité, l'Iliade et l'Odyssée, pour montrer qu'il y avait des inspirations divines qui pourraient être une sorte de principe directeur de la conscience avant qu'on ait perdu cette faculté. Et pour Julian Jentz, aujourd'hui,
parmi les gens qu'on désignait comme schizophrènes, il y aurait des gens qui retrouveraient spontanément cette capacité. Bon, cette théorie, elle n'a pas beaucoup d'élan et d'arguments empiriques pour elle, mais malgré tout, chez Patsy, elle a fait sens parce qu'elle a permis de dire, mais c'est peut-être bien, en fait, ce que j'ai, c'est peut-être un don, c'est peut-être quelque chose de positif, et en tout cas, je préfère me voir comme ça, je préfère m'approprier cette identité. Donc, ils ont été dans ce sens-là, dans le mouvement sur l'entente de voix, à contacter des experts dans toutes les dimensions d'interprétation qui étaient habituellement sollicités, mais aussi à développer une forme d'entretien qui est donc de Maastricht, qui est un entretien qui vise à mieux connaître les voix. Expliquez-moi, elles sont féminines, masculines, vous les entendez à l'intérieur, à l'extérieur, elles sont combien, elles arrivent à quel moment? Donc en fait, tout un ensemble de questions sur la phénoménologie, le contexte, l'expérience des voix qu'on pose plus, et pour quelles raisons on les pose plus? Peut-être justement par cette idée que ça va faire du mal si on pose toutes ces questions. Vous voulez dire que même dans ces groupes-là, il y a vraiment une dynamique de recherche, et ça fait partie aussi d'une des finalités de ces groupes d'entendeurs de voix? Non, je dirais concernant vraiment la cause et le sens. Non, il n'y a pas, c'est pas au sens d'une recherche, c'est... Une recherche pour le sujet. Voilà, c'est exprime-toi. Ou un par un. Voilà, un par un, et puis chacun va... Il ne s'agit pas de dire qui a raison. Et du coup, c'est plus du tout la même visée scientifique, mais c'est plutôt quelles sont tes raisons, hein. Et pour le coup, on va faire appel à des médiations du type journal intime, c'est-à-dire ton intimité a sa place ici. Tu peux vraiment te mettre en observateur de tes propres voix, et on peut même finalement faire des psychodrames où les voix vont être incarnées par les membres de l'Assemblée, et du coup, elles font partie d'une réalité transitionnelle qui permet des appuis thérapeutiques qu'on n'avait plus simplement quand le sujet est obligé de taire ses voix, et que c'est ça qui est attendu. Vous nous expliquiez en préparant l'émission que le mouvement sur l'entente de voix prend des formes extrêmement multiples selon les différents groupes. Alors, il semble, on entend bien que la psychiatrie suscite plutôt principalement de la méfiance, mais vous nous disiez qu'il arrive pourtant que certains de ces groupes puissent s'adosser à des services ou des unités de psychiatrie. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire dans ce cas précis comment ça s'y passe? Et voilà, on se dit que ça doit bousculer certaines équipes, le refus des catégories nosographiques telles classiques, la réserve à minima quant au traitement médicamenteux. Vous pourriez aussi parler un petit peu de ça, enfin... Oui, il y a plein de choses à dire. Donc ces groupes d'entente de voix sont très hétérogènes en termes de constitution. Ils peuvent être facilités, on ne dit pas animés, il n'y a pas un thérapeute, c'est facilité par un entendeur de voix eux-mêmes. C'est vraiment comme ça qu'ils sont pensés, mais en réalité, on va trouver que c'est le cas, une fois sur deux. Il y a souvent effectivement des soignants très ouverts qui s'intéressent en fait à ces sujets et qui sont capables de se mettre un petit peu de côté, simplement faire tourner la parole, voilà. Mais on a aussi, donc on a des unités médico-psychologiques qui vont accueillir ces groupes. Il y a aussi des groupes qui se font dans la ville de façon associative. Il y a des groupes qui se font en unité fermée, comme c'est le cas en Lorraine, on en a, aussi en prison. Et il y a des groupes qui sont animés ou lancés par l'UNAFAM, voilà, les proches. Donc il y a plein de configurations très différentes. Par exemple, on peut avoir seulement des entendeurs qui se reconnaissent comme ça, ou alors on accueille aussi des stagiaires psychologues, d'autres professionnels, des proches. Donc ça, c'est pas tout à fait, du coup, les mêmes paramètres, et ça va pas forcément donner les mêmes résultats, mais voilà. Il y a aussi un autre aspect, c'est que ces voix sont des expériences humaines tellement fréquentes que le fait d'avoir un diplôme en psychologie ou en médecine ne protège pas de ce type de voix. Et souvent, il va y avoir des coming out de soignants qui peuvent dire, ben voilà, ça m'est arrivé également, je suis pas forcément comme vous, on va pas non plus faire des comparaisons à l'emporte-pièce, mais je peux entendre ce que c'est de vivre ça, de sortir un peu du lot. Ce qui se passe, on a fait une autre étude sur les représentations qu'ont les professionnels de la santé de ces groupes. Actuellement, il y a plutôt une bienveillance. On voit d'un bon œil, les médias sont plutôt favorables à ces nouveaux courants, mais c'est vrai qu'il y a encore des problèmes de représentation de l'efficacité. À quoi ça sert ces groupes? Parce que ça aide vraiment, et on a quelques études qui semblent montrer que oui, il peut y avoir des réels effets cliniques, diminution des symptômes, en tout cas de la souffrance associée, moins d'hospitalisation, moins de consommation de médicaments, ou alors une meilleure compliance à différents traitements. Bon, voilà, c'est des choses intéressantes, mais il n'y a pas que ça. Pour eux, c'est aussi de l'espoir, la reconnaissance, pouvoir en parler, pouvoir reprendre de la vie, se faire des amis aussi dans le groupe. Il y a un côté très social. Et puis, ce dont on ne se rend pas trop compte, mais c'est que l'entente de voix est une petite porte. Et il y a même des gens qui viennent là parce qu'ils ont des expériences étranges, inhabituelles. D'ailleurs, ces groupes sont très ouverts à toute forme d'hallucination. Aujourd'hui, on parle d'entendeurs de voix, on aura peut-être des groupes pour les visionnaires. Voilà.
Pour revenir sur le point des médicaments, qui est quand même intéressant, notamment pour les praticiens, sur le rapport qu'ils peuvent avoir à ça, faut noter quand même ce qu'on constate aussi cliniquement souvent, c'est que les traitements médicamenteux ne font pas céder les voix, quelquefois. Et par ailleurs, quand elles font céder les voix, on voit à quel point, pour certains sujets, les voix leur manquent. Que c'était quelque chose finalement qui leur donnait leur libido, leur mouvement dans la vie, et que tout à coup il y a quelque chose d'un peu dépressif qui vient s'installer si les voix viennent à manquer. Enfin voilà, c'était une remarque. C'est ça, tout à fait. Cette expérience est plus riche que simplement avoir des choses qu'on ne peut pas partager immédiatement avec les gens. Mais du coup, ce discours du mouvement sur l'entente de voix va effectivement converger vers des discours de critique, des positions un peu de maîtrise, de discours du maître qui viendraient de l'industrie pharmaceutique ou des psychiatres qui sont encore très posés au niveau d'un savoir. Et puis, il y a aussi la nosographie, c'est-à-dire le repérage de ces voix comme étant un signe clinique primordial, notamment pour le diagnostic de schizophrénie. Et là, on voit qu'il y a quelques petites choses qui sont en train de se bouger, notamment parce qu'il y a des recherches intéressantes qui sont publiées, et notamment dans le DSM-5, il va y avoir des changements dans les critères sur la schizophrénie, de la part des hallucinations, qui fait que nous, on a pu le mesurer. À phénoménologie égale, aujourd'hui, un entendeur de voix qui ne fait qu'entendre des voix sans autre problème associé n'est plus redevable du diagnostic de schizophrénie paranoïde, mais finalement, on n'a plus de diagnostic dans le DSM. Et c'est quand même des petites avancées. Alors, ces combats-là... C'est des avancées dont vous parlez, oui. Donc c'est aussi notamment grâce à ces groupes d'entendeurs de voix. Il y a eu un impact. Il y a une sorte de lobbying qui aussi converge avec les attentes de l'Organisation mondiale de la santé et de plein de courants de la part des usagers, de la démocratie sanitaire. On a parlé du recovery, rétablissement. Le mouvement d'entente de voix est vraiment le fer de lance. Vous pouvez d'ailleurs expliquer un peu ce que c'est. Eh bien, c'est l'idée que le discours sur la guérison qui viendrait simplement s'originer de signifiants médicaux n'a pas de sens. Pour beaucoup de gens, il y a plein d'autres aspects du mieux-être, du bien-être, qui peuvent tout à fait aller de pair avec le maintien des symptômes. Ce qui veut dire tout simplement, j'entends des voix, mais je vais très bien. Pourquoi vous venez m'embêter à m'enlever mes voix alors que, dans ma vie, ça fait 20 ans que j'en entends, tout le monde le sait que j'en entends, j'en peux faire même ma profession, donc, mais voilà, le recovery, c'est une autre vision, et peut-être de la guérison qui vient de surcroît, voilà. Claudine, peut-être, tu voulais poser une question. Je voulais vous poser la question suivante. Dans ces groupes, il y a une visée thérapeutique, d'apaisement, et parce que quand même les voix, de la formation que j'ai et des rencontres que j'ai pu faire, elles sont souvent menaçantes, oui, c'est ce qu'on dirait. Elles sont... peuvent être vraiment des moments de souffrance. Alors comment est-ce que c'est le groupe qui a un effet? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Voilà, alors, la visée thérapeutique n'est pas avouée, elle n'est peut-être pas là, c'est pas l'objectif qui est donné, parce que ça, ce serait vraiment une visée de clinicien. De surcroît, comme on disait, au niveau de la guérison. C'est-à-dire, aller mieux, c'est pas forcément codifié sur le plan d'un questionnaire psychiatrique ou des choses comme ça. Il y a plein de directions pour aller mieux, on pourrait dire. Et ça se veut vraiment en décalage, ça se veut humanisant d'abord, réhumanisant, recréer une micro-société où il y a un accueil possible sur d'autres visions du réel. Donc voilà, c'était plutôt ça. Et puis finalement, cette phénoménologie, encore une fois, qu'on a l'impression, les voix, quand on va les voir dans les médias, c'est quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre parce que les voix l'ont ordonné de le faire. Mais c'est pas ça forcément la majorité des voix. Quand on en parle dans l'actualité, oui, c'est voilà, plutôt sur ce mode-là. Oui, c'est ça. Alors que les gens ont une diversité de voix, d'interaction avec leur voix, il y a un temps où finalement, ils peuvent très bien dire stop à la voix. Là, je suis en train de regarder un télé, je suis bien, tu m'embêtes pas. On parle tout à l'heure, si tu veux. Et quand ils sont capables de faire ça, on n'est pas du tout dans le registre habituel de l'automatisme mental et des voix imposées qui percutent le sujet. Là, ça introduit le terme d'ajustement, de coping, ce que vous dites aussi, là, le fait de pouvoir dire non, de pouvoir un petit peu le... Scander, oui. Oui, il y a même peut-être des origines qu'on va trouver dans la psychologie cognitive, parce que ce qui semble marche le mieux, c'est d'essayer de lire un texte à haute voix, parce que ça mobilise totalement les aires du langage qui font que finalement, il n'y a plus de place pour un autre langage dans le cerveau. Voilà. Alors juste peut-être pour conclure,
évoqué le registre du savoir, parce que ce qui semble quand même crucial pour saisir la nouveauté qu'apporte ce mouvement, c'est le basculement total de perspective quant au savoir. Ce ne sont plus les docteurs qui l'ont, mais les sujets eux-mêmes, invités d'ailleurs à en témoigner. Bon, ce qui n'est pas donc sans résonance avec la psychanalyse. Alors ce serait pour chacun la construction, on pourrait dire, d'un savoir singulier, à la fois le savoir côté sens, on l'a vu tout à l'heure, où il y a d'ailleurs des thématiques aussi qui doivent se retrouver, mais aussi le savoir côté savoir-faire avec. C'est aussi là le terme peut-être d'ajustement, mais qui nécessite aussi un auditoire, en tout cas des autres. C'est le système des groupes de parole que vous évoquiez. Alors, comment qualifier ce nouveau type de lien social ? Vous sembliez le dire, en tout cas, que ça crée un lien social. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de lien social d'ailleurs, et de quel type de lien social dont il s'agit dans ces cas-là ? C'est très étonnant parce que, en même temps, je vois bien que c'est à l'origine d'un certain discours de revendication, et en même temps, je vois bien que les psychanalystes et les psychologues qui ont ce référentiel-là ont déjà une position par rapport au savoir qui laisserait la place justement à cette singularité, à ce qui vient de l'autre, et qui n'irait pas trop vite vers des interprétations pathologisantes, par exemple, de ces expériences. Mais il se trouve que ce courant émane d'un paradigme, d'une épistémologie où la névrose n'a plus de place, où effectivement toute hallucination et délire est mis du côté de la schizophrénie et de la psychose, et je pense que du coup il lutte contre un autre paradigme qui n'est pas forcément celui des psychanalystes, mais qui va de pair avec, au niveau mondial, une vision du patient expert, du savoir expérientiel, et aussi d'un nouveau métier qui est en train d'exister en France depuis quelques années, qui sont les médiateurs de santé pair. On devient soignant à partir du moment où on a suivi une formation, mais surtout à partir du moment où on a soi-même vécu telle ou telle maladie, et notamment des maladies psychiatriques. Donc là, on a des changements de registre où, finalement, on ne peut travailler avec un patient que si on a un point commun, vraiment, si c'est un alter ego, et ça, c'est une vision équilibrante, horizontale, plutôt horizontale par rapport à ce qui était vertical avant, mais qui va quand même inciter à avoir des modalités un petit peu trompeuses. C'est-à-dire, si ok, j'ai connu une dépression, à quel registre je pourrais soigner quelqu'un qui est bipolaire ou psychotique, en fait. C'est vraiment particulier, mais c'est encouragé dans les discours. Oui, c'est ça. Les pathologies psychiatriques. Ouais. Ils disent souvent, testez vos propres médicaments, et puis vous verrez un petit peu ce que c'est aussi de ce registre. C'est vrai que ça s'inscrit dans ce mouvement de civilisation qu'on évoquait au début, où disons que l'agent, l'acteur, on est soi-même l'agent, l'acteur de son propre changement, qui est aussi un peu une perspective individualiste, on pourrait dire, ou avec ses valeurs d'indépendance et de propriété de soi, qui a aussi travaillé d'ailleurs Anna Ehrenberg, d'activation des capacités, s'auto-diagnostiquer, s'auto-traiter. Robert Castel en parlait également très bien. C'est faire d'un moins un plus. Il y a ce côté-là, mais un peu trompeur, parce que la littérature que diffusent les entendeurs de voix, c'est aussi une littérature de développement personnel, vraiment très légère, parfois assez naïve, et qui, en termes de singularité, propose une individualité avec des modèles types façon Jeanne d'Arc, c'est-à-dire vos voix vont changer le monde, vous venez révéler quelque chose de l'humanité, et ça donne un peu des modalités homogénéisantes du jouir et du mal-aller, c'est Olivier Douville qui montre bien ça, tous ces groupes symptômes qui se réunissent avec ce trait identificatoire, ça peut quand même pas toujours coller au niveau de l'expression d'être soi-même. En tout cas, ce mouvement permet de repenser, on pourrait dire, le champ de la santé mentale. C'est ça, il vient nous questionner, il interpelle, et pour la formation, moi, je fais intervenir une personne entendeuse de voix en cours, et c'est un des cours qu'apprécient le plus les étudiants, de pouvoir, enfin, vraiment, réellement dialoguer avec une personne qui a traversé une part de folie. Bon, merci beaucoup Renaud Evrard pour cette passionnante discussion. Merci. Qu'on pourra prolonger, j'espère. C'est à présent la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi.